Notre invité de la semaine fait partie de l'histoire du basket. Andy, que dis-je, figure emblématique pour beaucoup d'entre nous et pour la nouvelle génération, et bien tout simplement une chance inouïe de découvrir ce joueur qui fut un véritable adversaire, mais aussi un partenaire idéal au sein de l'équipe d'Auxerre. Charles Zilla, bonjour et puis merci d'avoir accepté cette invitation. Comme le veut la tradition, nous allons commencer par la première phrase. Où et quand es-tu né, Charles? Alors, je suis né le 15 février 1966 à Saint-Denis de la Réunion. Quel handicap as-tu? Polio. Comment tu as découvert le basket? Tu l'as découvert à l'île de la Réunion ou tu l'as découvert quand Tout à fait, oui. Et donc, à l'île de la Réunion, c'est un copain qui m'a ramené au basket. Je sais pas dire lui, il joue encore, mais bon, il est plutôt jeune. Et comment tu t'es senti le premier jour quand tu as touché au... Est-ce que par exemple tu étais superstitieux? Parce qu'on sait que dans certains pays, par exemple en Afrique, s'asseoir sur un fauteuil, ça porte malheur. Donc est-ce que tu étais un peu bercé également par cette culture de superstition? Tout à fait, exactement ça. C'est la première fois qu'il m'a invité à jouer, j'ai refusé. Parce que je ne me voyais pas, je disais non, c'est pas possible. Je ne vais pas jouer en fauteuil roulant. Et puis ben voilà, la deuxième fois, j'ai mis le dedans, comme on dit, et puis j'ai pu aimer ça, j'ai adoré. Et depuis, est-ce que tu te souviens toi du premier match que tu as joué quand tu étais à l'île de la Réunion? Tu t'en souviens de ce premier match? Vaguement. Pas beaucoup de souvenirs, voilà, vaguement. Je sais qu'on avait une très bonne équipe à ce moment-là, on gagnait pas mal de championnats. Donc voilà, on ne rappelle pas vraiment du premier match, mais d'un ensemble de matchs. D'un ensemble de matchs. Et ici, par exemple, je te dis, est-ce que tu te souviens de ton premier fauteuil? Est-ce que là, tu vas... Est-ce qu'il va... Ah oui, ça, je peux que m'en souvenir, puisque c'était un poirier bleu qui pesait à peu près dans les entre 20 et 25 kilos. Sans roue anti-bascule, attention. Sans roue, bien entendu. Les palettes à l'avant qui se levaient, le fauteuil qui pouvait également se plier pour gagner de la place, les roues qui... Oui. Enfin, au début, les roues ne s'enlevaient pas, enfin bon, bref. Finalement, à quel moment tu as décidé, toi, de t'orienter et de t'inscrire finalement définitivement dans la pratique de ce sport? À quel moment, je dirais, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas faire autre chose. On parlait, qu'est-ce qui finalement t'a décidé à t'engager définitivement dans la pratique de ce sport? Je me suis rendu compte tout de suite que je ne pouvais pas faire autre chose qu'un sport en fauteuil roulant. Et puis, comme je t'ai dit, j'ai adoré ça, j'ai tout de suite aimé ce sport, donc voilà, je suis automatiquement devenu là-dessus. Alors, on va résumer un peu ta carrière. Tu as commencé, ton passage le plus important a été dans l'équipe d'Auxerre, parce qu'avec tes réseaux, tous les deux, oui, vous avez formé un binôme. Un peu, voilà, si je devais vous comparer, je vous comparais à Michael Jackson et Scottie Pippen. Ou alors à Stockton et à, comment il s'appelle, à Karl Malone, voilà. Pour moi, tu frappes fort là quand même. Hein. oui, mais il n'empêche que c'est quand vous y arriviez, Auxerre, quand Auxerre arrivait, c'était ça, c'était le binôme d'Auxerre, c'était cette équipe d'Auxerre, c'était Terezo et Charles Zilla. Tu travaillais beaucoup. Ça c'était plus tard, mais il y a eu quand même avant, il y a eu quand même Guimain, Benoît et compagnie de ça. C'est vrai que c'est à mon époque c'était ça. Voilà. Alors avant que tu intègres totalement cette équipe auxerroise, par quel club es-tu passé? J'ai joué que Saint-Denis à La Réunion. D'accord. Et puis après, je suis venu pour mes études à Auxerre et là, j'ai intégré l'équipe. D'accord. Au sein de l'équipe d'Auxerre, finalement, qu'as-tu appris? Qu'est-ce que les Auxerrois t'ont enseigné au niveau de la pratique de ce sport? Le basket haut niveau, c'est-à-dire avec tout ce qui concerne les fondamentaux, les passes, les shoots, surtout au niveau du shoot, voilà. Vraiment le haut niveau, le côté tactique du basket. C'est pas des choses qu'on a vraiment appris à La Réunion, on jouait beaucoup plus en individualité. Donc à Auxerre, j'ai appris la tactique, tout ce qui concerne la technique fauteuil.
Et pendant cette époque auxerroise, est-ce que tu prenais du temps finalement pour étudier ton propre shoot, pour travailler ton propre shoot? Comment ça se passait au sein de cette équipe auxerroise? Et combien d'entraînements aviez-vous? Est-ce que vous aviez 2 entraînements par semaine, 3, 4? Ou est-ce que tu pouvais, comme on sait par exemple Philippe Bay, lui avait la chance de pouvoir utiliser un gymnase à n'importe quel moment de la journée. Donc est-ce que toi finalement tu as eu un peu cette même approche au niveau du temps et de l'utilisation d'un espace de jeu? Alors, on avait 2 séances d'entraînement collectif par semaine, mais à OCR, pareil, j'ai aussi bénéficié de cet avantage avec les autres, c'est qu'on avait une clé de gymnase et on pouvait y aller à chaque fois que les gymnases étaient libres. Alors des fois, il se passait, on s'appelait le dimanche après-midi et on allait au gymnase, on faisait les shoots à chaque fois, on avait un temps libre et on était au gymnase. Alors au début, quand tu as intégré cette équipe auxerroise, bon, il y avait d'autres joueurs qui étaient là, Benoît, etc. Toi, tu étais tout nouveau. Quelle était la perception que tu avais de cette équipe, et quand tu regardais ces joueurs jouer, quel sentiment toi tu en avais? Tu te disais au fond de toi, allez, il faut que je sois aussi bon qu'eux, il faut que je sois meilleur qu'eux, et est-ce que tu étais impatient aussi de jouer avec eux? Alors moi je suis arrivé à la fin, Eric est parti après. Moi je suis arrivé où il y avait encore Marc Guimain, Claude Bonine, José Réseau, il y avait encore une grosse équipe. Bon, c'est sûr que moi, quand c'est nouveau comme ça, je voulais à tout prix essayer de me battre pour gagner ma place. Et bon, c'était pas évident au départ parce que j'ai quand même resté pas mal de temps à mon apprentissage. Et voilà, j'ai intégré petit à petit. Quand tu étais sur le banc, quelles étaient tes réactions, par exemple, quand tu voyais les uns les autres jouer? Est-ce que tu t'es inspiré un peu de ces joueurs en disant, ah, tiens, là, ce qu'il a fait, c'est pas mal, je vais la prochaine fois essayer de le mettre en application. Ah oui, donc est-ce que finalement les autres t'ont transmis quelque chose, et est-ce que tu t'es inspiré de leur jeu? Oui, bien entendu. Hein. On avait des joueurs, parce que à cette période-là, l'équipe de CA avait pas mal de joueurs en équipe de France. C'était des joueurs de très haut niveau, donc je ne pouvais que m'inspirer d'eux. Justement, quand tu terminais les entraînements ou les matchs, tu passais ta vie, je suppose, à parler de basket avec José Terezo. Vous passez votre vie finalement à parler basket, quoi. Oui, on parlait beaucoup de basket. Dans cette période-là, on parlait énormément de basket. Est-ce que vous disiez par contre des fois du mal, en bien, des adversaires que vous aviez rencontrés dans telle ou telle équipe? Est-ce que vous disiez par exemple, lui m'a bien pourri la vie, etc. Est-ce que vous aviez finalement, tous les deux étaient complices, mais est-ce que vous étiez suffisamment complices pour finalement dire aussi ce que vous pensiez des autres joueurs? Non. Non, pas dans ce sens-là. On se remettait plutôt, même si l'adversaire a pris on va dire, l'avantage sur nous a bien bloqué, bon, on essayait toujours de trouver la parade pour dire voilà, c'est peut-être que nous, on n'avait pas fait les choses comme il fallait. Pour ça. Donc, on essayait de travailler. On avait Marc Guimain qui nous disait bon, bah là, voilà, ceci, il fallait faire comme ça, comme ça. Donc là, on travaillait 2 fois plus à l'entraînement pour pouvoir justement, au prochain match, ne pas être en difficulté. Alors ça, c'était ton époque auxerroise, et puis après, tu es parti. Tu as été dans d'autres clubs. Oui, j'ai intégré l'équipe de hier. L'équipe de hier. Oui. Et alors donc, au sein de cette équipe, alors d'abord, pourquoi tu as intégré cette équipe de hieroise du Var? Pourquoi tu l'as incorporé? Parce qu'il recherchait un joueur de tes qualités, il recherchait un joueur qui pouvait shooter à mi-distance également et assurer des paniers à 3 points. Tout à fait. Mais aussi parce que j'ai aussi subi un licenciement économique. Et je me retrouvais à ce moment-là en chômage. Donc un joueur de hier m'a contacté et m'a mis en relation avec le président, et les choses se sont faites comme ça. L'adaptation de Auxerre Bourgogne hier dans le Var, ça s'est bien passé? Tu l'as bien vécu? Oui, oui, j'ai très bien vécu parce que ça m'a fait rappeler un petit peu chez moi, parce que le soleil, la mer,
Donc j'étais bien. Et ta famille également t'a suivi, c'est-à-dire que tout le monde est, c'est-à-dire que c'est toute la famille Zila qui est partie dans le Var. Tout à fait. Ouais, de toute façon, les conditions c'était ces conditions pour que je puisse intégrer l'équipe, que je vienne avec ma famille. Tu es resté combien de temps à Hier? J'ai joué pendant 5 ans. 5 ans. Et alors, donc, pendant ces 5 années, comment tu as vécu cette époque au sein de l'équipe de Hier? Tu étais bien, vous étiez toujours à la bourre avec, vous cherchiez toujours également à gagner le championnat, les titres, Coupe de France. Bah, on a gagné, je crois à ma période quand on est arrivé, Hier a été champion. On a été champion, on a gagné la Coupe de France et pendant 2 années de suite, on était invaincus. Je crois qu'on a eu fait 2 saisons invaincus. En fait. Et alors, quand tu as quitté Auxerre pour aller ailleurs, est-ce que ton jeu avec tes réseaux t'a manqué ou tu t'es vite adapté au jeu hierois? Ça m'a beaucoup manqué. Franchement, je dis ça m'a beaucoup manqué. Mais après, j'étais obligé aussi de m'adapter au jeu hierois. Mais c'est vrai que sur le côté technique, voilà, c'était moins technique. Mais c'était bien aussi, parce que je rejouais d'une autre manière que je n'avais pas forcément fait pendant ma carrière. Et après Hier, donc tu es arrivé au Le Canet. Oui, tout à fait, Le Canet, en National 1B. Alors qu'est-ce qui fait que tu es passé de Hier, où finalement là tu es bon, champion de France, Coupe de France, tu es bien installé, bon, tu as plus ou moins ta place, tu es un joueur reconnu. Pourquoi finalement tu vas jouer au Le Canet? Pourquoi je vais jouer au Canet? Parce que mon temps de jeu s'est réduit un petit peu avec Hier, puisque Hier avait pris des joueurs. Justement, on a pas de Sofiane qui était là aussi, donc Jérôme Miani, le coach de Hier, a préféré jouer davantage avec Sofiane en point. Donc moi j'avais un temps qui diminuait de plus en plus et à cette période-là, Le Canet montait en 1B et m'a proposé de venir leur donner un coup de main et j'ai accepté. Alors tu as joué combien de temps avec cette équipe en tant que joueur? Parce qu'après on sait que tu as franchi la barrière après. Tu es resté 2 ans, c'est ça, en tant que joueur, hein? Au Canet? Oui, au Canet. Non, j'ai joué il y a 2 ans. J'ai 7 ans en tant que joueur. Alors pendant ces 7 années que tu as joué au sein de Le Canet, quels étaient les objectifs de ce club? C'était quoi? C'était comme dans tous les clubs, c'est-à-dire que tu arrivais avec ta mentalité de tueur et que tu voulais impérativement apporter tout ton savoir pour conquérir des titres, Coupe de France, Champion de France, etc. et Coupe d'Europe? Exactement ça. C'est le club à la période où je suis arrivé était en 1B, il y avait beaucoup de jeunes joueurs et on a travaillé dans le sens pour toujours progresser chaque entraînement, chaque match et pour arriver 2 ans après, je crois, en National A. Et après, on a fait des demi-finales, on a fait même les finales de National A, on a perdu. Mais chaque année, on a progressé étape par étape. Et si j'ai bonne mémoire, l'équipe, l'équipe qui vraiment était votre bête noire, c'est l'équipe de Meaux. Meaux était toujours... Il n'y a pas que Le Canet, hein. Pas que Le Canet. C'est vrai que cette équipe de Meaux était vraiment l'équipe à battre. Donc, alors après, à un moment donné, quand tu as joué ces 7 années en tant que joueur, donc tu as apporté ton savoir, tes motivations, pourquoi tu es passé en tant que joueur et tu es passé en tant que coach? Les raisons, est-ce que c'est toujours par manque de temps ou parce que tu penses que toi-même, tu avais envie plutôt de transmettre un savoir et de prendre en charge une équipe? J'avais envie de transmettre un savoir. Voilà. J'ai commencé aussi avec des équipes de la région. J'ai fait aussi adjoint avec l'équipe de France Espoir. Et le président Alexandre Roger a été au courant de ça. Et le coach Daniel Juppé a été en partance. Donc il m'a gentiment proposé de le remplacer. Et alors, tu viens de mentionner que tu étais adjoint dans l'équipe de France Espoir. Finalement, qu'en est-il de cette période? Est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours en relation avec soit l'équipe Espoir ou l'équipe nationale de basket ou pas du tout?
Du tout. Du tout. Aucune relation avec l'équipe de France de judo. Alors, on va justement aborder maintenant ce qui a été aussi un moment important de ta carrière, parce que tout le monde ne peut pas être sélectionné en équipe de France, parce que pour être sélectionné, il faut faire partie du top 10, hein, c'est-à-dire des 10 meilleurs, pas mondiaux, mais en tout cas nationaux, et donc tu en faisais partie. Alors, raconte-nous un peu toute cette période un peu complètement hystérique et complètement folle, parce que cette équipe de France, vous étiez la bête noire de tous les pays. Toutes les nations voulaient vous rentrer dedans. Toutes les nations voulaient vous mettre des tollés. Tout le monde avait pris en grippe votre équipe de France. Quand je dis votre équipe, parce que c'est cette équipe de France qui a décroché des titres faramineux. Et jusqu'à aujourd'hui, personne, je dis bien personne, a fait la même chose en équipe de France. Vous êtes bien la seule et unique équipe à avoir eu autant de succès. Alors d'abord, comment toi tu t'es senti quand on t'a contacté pour te dire bon allez Charles, maintenant tu vas insérer l'équipe de France? Ça t'a fait quoi finalement cette sélection? Parce que ça doit quand même bouleverser. Je sais pas, dans ta tête tu dois te dire ouais super, j'ai atteint le summum, ou alors tu t'es dit non mais c'est normal, moi je fais partie des 10 meilleurs nationaux, donc c'est normal. Non, je n'ai pas dit ça, bien entendu. J'étais très très content. Je savais très bien que j'avais encore énormément de travail à faire, mais c'était une fierté pour moi. Vous savez, j'ai travaillé parce que je pense avoir mérité d'être appelé en équipe de France, et voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement. Et comment ça se passait finalement au sein de cette équipe de France? Est-ce que il y avait une forme de convivialité? Est-ce qu'il y avait des gens qui se tiraient la bourre? Ou au contraire, vous étiez tous unis quoi qu'il arrive? Ça se passe comme je pense que comme dans toute l'équipe de France, c'est sur se tire l'amour, parce qu'on veut jouer, on veut gagner sa place. Je pense que c'est pareil dans toutes les équipes. Et dans cette équipe de France, alors vous avez tout décroché, hein. De toute façon on fera la liste va défiler de tout ce que vous avez décroché. Toi finalement, dans cette équipe de France, quel est le match, si toutefois tu devais retenir un match qui t'a vraiment marqué, vraiment qui t'a encore sur lequel quand tu te couches le soir, tu y penses? Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est le fait d'être passé à très peu d'une finale, d'une médaille olympique? Quel est le match qui finalement te hante encore aujourd'hui? Tu te dis mais celui-là, on n'aurait jamais dû le perdre. Ah oui, bah c'est ce fameux match au Canada, à Edmonton exactement, demi-finale du championnat de France, de Coupe du Monde, pardon, et où on menait jusqu'à quelques secondes de la fin de 5 points, et je sais pas pourquoi on perd ce match d'un point, donc on joue pas à la finale du championnat de monde. Et pour la troisième match, on n'arrive pas non plus, et on fait quatrième sur le championnat du monde, alors que pour moi on avait l'équipe pour gagner le titre. Et est-ce qu'aujourd'hui encore, quand tu songes à ces matchs, est-ce que tu te refais le film en te disant on n'aurait pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais plutôt dû faire ça? Est-ce que c'est finalement quelque chose qui te travaille encore? J'y pense de temps en temps, mais j'ai quand même discuté un petit peu aussi avec les acteurs qui jouaient ce match-là, donc mon ami Philippe, donc, parce que lui il était sur le terrain à ce moment-là. Bon, j'en discute un petit peu de temps en temps, je vois aussi un petit peu Lionel, quand on arrive à se rencontrer, on en discute un petit peu, mais bon, maintenant j'essaie de laisser ça un petit peu de côté parce que c'est quand même un mauvais souvenir. Derrière toi, tu as des médailles, des coupes, ça je suppose que c'est l'endroit privé de Charles Gillas. Personne n'a le droit d'entrer là où tu es, il n'y a que toi, d'accord? Ça c'est mon bureau et il y a que moi qui rentre ici. Alors c'est un peu dérangement, mais voilà, c'est l'endroit où je travaille. Je viens faire les trucs de basket quand je faisais l'entraînement, je préparais mes séances ici. Donc ça, c'est toutes les médailles que tu as remportées. Tu as remporté des coupes. Est-ce que quand tu regardes tout cela, est-ce qu'il y a une forme de, alors, soit de fierté ou peut-être d'accomplissement? C'est-à-dire que tu te dis, bah, finalement, tout cela, tout ce qu'il y a derrière moi, c'est le fruit d'un travail de toute une vie. Tout à fait, c'est exactement ça.
Je pense que c'est une fierté. Il y en a quand même quelques-unes, pas mal que je tiens à quelqu'un. Donc voilà. Pour moi, c'est l'investissement que j'ai mis, la récompense des efforts que j'ai pu faire pendant ma carrière. Quelle est la médaille ou la coupe qui, à tes yeux, a la plus grande importance? Alors, il n'y en a pas spécialement, je veux dire plutôt mon premier titre de champion de France. Voilà, parce que c'est ce qu'on a, j'ai couru quand même pas mal d'années derrière, donc on va dire que c'est cette médaille-là qui m'a permis après de décrocher d'autres. Mais la première est toujours plus importante pour moi. Ah ben la première, oui, effectivement. Aujourd'hui, donc, que fais-tu? Tu as arrêté le basket, tu as arrêté le coaching. Les raisons, pourquoi tu as arrêté finalement? Et est-ce que le fait d'avoir arrêté, est-ce que ça te manque ou pas? Oui, j'avoue que ça commence à me manquer. Mais pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'ai entraîné Marseille l'année dernière et j'estimais que les raisons n'étaient pas réunies en fin de saison pour pouvoir prolonger avec Marseille. Et aujourd'hui, est-ce que tu aimerais reprendre le coaching? Oui, j'aimerais bien reprendre. Je sais pas où ça, mais j'aimerais bien apporter parce que je pense que je peux encore apporter quelque chose à une équipe. Pour être, est-ce que tu as dans l'idée de passer le diplôme pour être, ou tu l'as peut-être le diplôme pour être entraîneur, parce que maintenant on demande, la Fédé demande à ce que les nouveaux coachs puissent exercer avec un diplôme. Alors est-ce que toi c'est quelque chose que tu envisages de passer ce diplôme ou pas? Je les avais déjà les diplômes, hein. J'avais passé dans le cadre des valides, j'ai entraîné aussi une équipe valide. Ah oui. Et bon, la fédération me demande maintenant d'avoir le diplôme d'initiation, voilà, que j'ai passé, que j'ai envoyé un dossier. Voilà, maintenant, voilà. Oui. Toi, dans l'absolu, quelle équipe aimerais-tu quand tu regardes notre championnat comme ça? Quelle équipe aimerais-tu, si toutefois on te disait, choisis l'équipe que tu aimerais coacher? Quelle est l'équipe que tu aimerais finalement prendre les rênes? Est-ce que ça serait Meaux, le Canet, hier, Strasbourg c'est une équipe, j'aimerais bien. Meaux, c'est intéressant parce que j'aime bien leur équipe, voilà. J'aime bien leur mentalité, j'aime bien la façon qu'ils jouent. Je pense qu'il y a un gros potentiel dans cette équipe-là. Alors le Canet, je le connais puisque j'ai entraîné le Canet. Bon, bien entendu, j'habite à Hier, j'aimerais bien entraîner Hier. Bon, je sais que ça va être compliqué, voire impossible. Pourquoi impossible? Parce que je pense que quand même, ils ont quand même le coach qui est en place a quand même pas mal de succès. Jérôme Minani a quand même fait du bon travail. Donc je pense que tant que Jérôme Minani ne partira pas de l'équipe, on n'aurait pas une chance de pouvoir entraîner l'équipe. Et un jour, est-ce que dans tes rêves, pas forcément les plus fous, est-ce que tu t'imagines un jour peut-être être à la tête de l'équipe de France? Est-ce que c'est quelque chose? Oui, tout entraîneur de handi-basket aimerait entraîner l'équipe de France. Alors bien entendu, j'aimerais bien entraîner l'équipe de France. Est-ce que tu as, toi, juste avant de terminer cette interview, est-ce que tu aimerais axer sur quelque chose en particulier ou une partie que tu aimerais développer davantage, ou peut-être que tu as eu le sentiment que nous sommes passés un peu trop vite? Est-ce qu'il y a une période ou un moment de ta vie que tu aimerais peut-être approfondir? Non, je pense qu'on a tout dit. Sur ma période de ma carrière sportive, on a tout dit. Donc, non. Je vois pas ce que je peux dire. Eh ben, nous, en tout cas, moi, Charles, je vais te remercier. Puis j'espère qu'on va te revoir sur les parquets, parce que moi, je me souviens de toi. Tu as toujours été la bête noire. Et pourtant, Dieu sait que les joueurs savaient. Mais en même temps,
les joueurs savent, mais les joueurs en handi n'écoutent pas. Il y en a très peu qui écoutent. Mais combien de fois on leur a dit, les gars, faites gaffe à Charles. Il va vous planter à 3 points. Les mecs, mais non, on va le serrer, on ne t'inquiète pas. Et finalement, eh bien, arrive ce qui devait arriver. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi je sais que c'est toujours cette image que j'ai de toi dans les matchs, c'est que tu as toujours été, alors il y avait toujours les forces de frappe intérieur raquette pivot, où on jouait beaucoup intérieur, mais je sais qu'aussi il y a beaucoup de matchs où tu as débloqué finalement l'équipe, tu leur as permis de reprendre, je dirais, un second souffle, de par ta précision et ton shoot à 3 points, et c'est ce qui a complètement remotivé l'équipe, et ce qui fait que vous êtes reparti avec des victoires. Alors moi j'espère vraiment de tout cœur qu'on va te revoir sur un parquet en tant que coach, parce que finalement c'est aussi nous priver, nous, de compétences et de gens qui connaissent finalement le basket handi. Même si on a amélioré les fauteuils parce que les fauteuils sont plus légers, il n'empêche que le basket handi se pratique d'une certaine façon, et je pense que toi tu en as aussi toutes les compétences. En tout cas Charles, merci.